Je pensais mettre une vidéo de Bienfait pour tous qui est dans le chat du coup. Invité sur. En vrai, si Bienfait pour tous, tu veux venir discuter, on peut. C'est un sujet dont on parle assez peu. Je vais dire le logement. Non, en vrai, le logement on en parle, mais le bail acquisitif, j'avoue que moi je connaissais pas avant que Mulch et Bienfait pour tous en parlent. Et c'est vrai que c'est une bonne solution ce truc-là. C'est la première qui en parle. Et en vrai, effectivement, Bienfait pour tous, si tu veux venir directement en parler en live, on peut. En fait, je me demande aussi, est-ce que si on proposait cette idée à un parti politique, ça passerait ou bof? Ou est-ce que c'est trop radical? Parce que l'avantage du bail acquisitif, c'est qu'il y a vraiment aucun argument pour le refuser, quoi. C'est même pas. Ça, je sais pas, je trouve ça paraît pas extrême ou quoi. Mais remarque, je parle d'un truc et les gens ne savent pas encore de quoi je parle. Donc je vais peut-être même la vidéo et on en discutera après. Sinon, ça doit être pas très compréhensible. Je crois qu'on a tous en tête des problèmes qu'on aimerait voir réglés dans la société. Et on a aussi tous des petites idées de ce que ça pourrait donner, des sortes d'utopies. Mais là, ça fait un moment que je vois un problème, celui de l'immobilier, qui semble être possible de régler. C'est pas vraiment une utopie, je vois clairement une solution qu'on pourrait mettre en place dès aujourd'hui si on décide de le faire. Et qui pourrait vraiment fonctionner pour régler le problème fondamental de l'immobilier. Au début, j'en parlais à mes proches, je leur disais « Ah, ça pourrait être marrant si on faisait ça ». Mais de plus en plus, je me rends compte que, en fait, c'est pas si bête et que ça pourrait être mis en place très facilement. En tout cas, vis-à-vis des autres possibilités pour régler ce problème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo, pour essayer de partager l'idée. De quel problème je parle à propos de l'immobilier ? En fait, seulement un tiers de la population est pleinement propriétaire du logement qu'il occupe. La plupart des autres est en précarité, devant soit verser chaque mois une somme à un multipropriétaire, soit à une banque, sans quoi ils se retrouveraient comme les 300 000 personnes restantes, sans domicile fixe. Je sais plus si tu le dis dans la vidéo, mais on peut préciser qu'effectivement, ouais, tu parles de multipropriétaires, mais c'est que si on regarde le parc immobilier, genre le nombre de logements en location, genre je crois qu'il y a vraiment une espèce d'énorme partie qui appartient à une minorité des bailleurs, quoi. C'est ouf le peu de gens qui se prennent à quelques personnes, quoi, tout le parc immobilier, quoi. Et tout cela, ça se passe dans un pays où il y a 3 millions de logements vacants. Alors voici ce que je propose pour résoudre cette situation absurde. Le bail acquisitif. C'est une solution qui utilise des concepts qui sont déjà bien en place dans notre société. On les a jamais vraiment combinés et mis en place pour l'immobilier. Pour expliquer simplement le fonctionnement, c'est comme si l'équivalent des locataires actuels achetaient petit à petit leur logement avec chaque mensualité. Et les propriétaires vendraient progressivement leurs biens avec en plus des intérêts. Ça permettrait aux personnes qui ont investi dans l'immobilier de gagner de l'argent et ça garantirait aux autres la possibilité d'accéder un jour à leur propre logement. C'est un système simple, efficace et plus égalitaire. Comment ça fonctionnerait dans votre quotidien ? Du point de vue d'une personne qui cherche à se loger, il suffirait de chercher un logement qui vous plaît, de contacter le propriétaire et de proposer une mensualité que vous êtes prêt à payer. À partir de là, on établit un échéancier, comme pour un prêt, et le propriétaire vous informe s'il veut bien vous accorder le bail acquisitif. Vous êtes alors informé de combien de temps il vous faudra pour devenir pleinement propriétaire du logement, au vu du prix de ce dernier et de l'échéancier. Il peut y avoir une phase de négociation. Le propriétaire actuel voudra peut-être diminuer vos mensualités pour pouvoir rallonger la durée du bail, et donc les intérêts qu'il percevrait. Et oui, il y a un intérêt financier dans ce système à baisser la valeur des mensualités. Quand même cool. Mais imaginons que vous décidiez de partir. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes à ce stade propriétaire partiel du bien immobilier. Vous en avez acheté une partie. Donc la personne qui a le plus de parts, elle est responsable de l'avenir du bien au moment où le contrat du bail acquisitif est rompu. Que doit faire le responsable d'un bien immobilier ? Alors il peut soit vendre ses parts, dans ce cas il n'est plus le responsable, soit habiter le logement en contractant un bail acquisitif auprès des autres propriétaires partiels, soit s'occuper de trouver une nouvelle personne susceptible de contracter un nouveau bail acquisitif. Bien sûr, toutes ces tâches peuvent être déléguées à des entreprises, comme c'est le cas actuellement pour la location. Dans tous les cas, si vous n'êtes resté que peu de temps dans un logement, vous n'entendrez quasiment jamais parler de tout ça. Vous recevrez juste régulièrement des propositions de rachat de l'intégralité de vos parts, ou, quand le bien est sous bail acquisitif, votre part des mensualités du nouvel occupant. Un petit pécule, ça fait toujours du bien. Mais du coup, pourquoi proposer son bien en bail acquisitif si ça nous en fait perdre la possession ? Déjà, on va se calmer, hein. On n'en perd pas la possession. On le vend en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas perdant dans l'échange puisqu'on obtient en cash la valeur du bien. En plus, vu que ça prend la forme d'un prêt, on gagne les intérêts. Donc c'est tout bénef en fait. Mais pour vraiment répondre, il va falloir en effet pénaliser le fait de laisser un bien vacant. C'est déjà le cas dans le système actuel, avec la taxe sur les logements vacants. Mais c'est bien trop insuffisant. Non, là, il va falloir mettre en place un dédommagement. Si on veut garantir un logement pour tous, que vous avez un logement, mais que vous n'y accueillez personne, alors il va falloir que vous payiez un dédommagement à l'État, pour que l'État puisse prendre en charge la personne que vous n'accueillez pas. Ce dédommagement servira pour entretenir et renouveler le parc immobilier public, les HLM par exemple. Ce système-là, c'est un gagnant-gagnant.
Soit vous mettez dans votre logement des gens en fait en bail acquisitif ou des proches, etc. Là-dessus, je sais pas si tu pourras me répondre. Justement, par rapport au HLM, est-ce que le bail acquisitif, il s'appliquerait aussi au HLM ou pas? Ou est-ce qu'on serait toujours sur un système de loyer? 50%, donc la moitié du parc locatif qui est détenu par 3,5% des ménages. Donc c'est quand même assez ouf la disproportion, quoi. Et une personne a donc accès à un logement, soit vous gardez votre logement inoccupé, rien que pour vous, mais dans ce cas-là, vous financez des places dans le public et ça permet quand même de loger des gens. Là, vous venez juste d'entendre le principe, mais juste rendez-vous compte de tout ce que cela représente. Chaque personne dans ce système devient à terme propriétaire intégral du logement qu'il occupe. Il y a plein de bénéfices à ça. Les acheteurs sont incités à ne pas dégrader le bien du propriétaire, puisqu'en fin de compte, ce sera eux, les futurs propriétaires, et donc ils doivent veiller au maintien d'un logement correct pour eux-mêmes. Ils vont pas dégrader leur propre bien. En cas de difficultés financières, Repose, aussi j'ai une autre question. En ce qui concerne genre les travaux, les réparations, ce genre de choses, comment c'est défini qui paye quoi? Parce que alors dans l'état actuel, je sais qu'il y a des... Ça dépend de quels travaux faut faire, mais globalement je crois que les gros travaux c'est à charge du propriétaire et que les petits travaux c'est... alors ça dépend des cas, mais parfois c'est à charge du locataire, de mémoire. Mais du coup, dans ce système-là, c'est proportionnel. La question se pose aussi tout simplement pour les décisions, du coup, qui, Bah qui- pour les qui prend la décisions, décision, c'est la est-ce- personne majoritaire qui a la majorité des parts, je crois. C'est ça qui était dit, non? D'accord, mais je pense qu'il peut y avoir toujours... Est-ce qu'il y a des ambiguïtés quand il y a des parts égales ou pas Ouais, j'imagine qu'il y a des cas particuliers où effectivement il peut y avoir. Perso, je pense qu'il faut garder les HLM publics et que les gens se logent pas durablement dedans. Ok, Ok. mais du coup, ça veut dire qu'ils payeraient un loyer dans un truc Parce que, en fait, j'ai l'impression que le truc Yep. de ce système, c'est que ça maintient. Bon, c'est ce qui est genre normal, enfin normal d'un point de vue. C'est difficile de renverser l'entièreté du système, mais j'ai l'impression que du coup, ça maintient des inégalités dans l'accès à la propriété pour les personnes qui sont plus précaires, notamment celles du coup qui vivent en HLM. Et j'imagine que même celles qui vivent pas en HLM, si t'as peu de moyens et que t'as accès qu'à un logement qui te plaît pas, t'aurais tout intérêt à ne pas l'acheter, enfin à dépenser le moins possible pour continuer à faire des économies et après investir dans un logement qui t'intéresse plus, quoi. Mais je sais pas à quel point c'est... Du coup, pour les HLM, donc c'est du bail classique, il n'y a pas de bail acquisitif spécifique au HLM, ça serait juste des logements pas très chers où l'argent va à l'État. En vrai, le fait qu'il y ait juste l'argent qui aille à l'État et qu'il soit léger, le fait que ça enrichisse pas des propriétaires et que l'argent soit bien dépensé derrière, c'est plutôt cool quand même. Oui. Go vocal. Ben, en vrai, En vrai, sur tu Discord... serais chaud, maintenant, bien fait pour ouais, tous, carrément. pour revenir en vocal? allô? Ouais, Oui. nickel. Est-ce que On les t'entend. gens du live vous entendez bien? Et ben merci de venir du coup. Ouais, bah merci de regarder la vidéo, c'est cool. Et ben, Ouais, moi non plus, je comprends pas du tout pourquoi c'est pas une idée qui est répandue. J'ai l'impression, sur le concept des logements, on a l'impression que c'est tellement un énorme problème qu'on peut pas trop remettre en question quoi que ce soit. Est-ce que Et ça les gens serait- qui veulent remettre en question, c'est genre, on a qu'à tout cramer. Genre, c'est assez binaire. Est-ce que ça serait compliqué à mettre en place d'un point de vue, je sais pas, législatif? Bah, quand on regarde, j'ai eu des gens qui m'ont répondu, par exemple, sur le point de vue constitutionnel, par rapport au droit de propriété, qui est un droit constitutionnel, Ouais. vu que théoriquement, la personne, elle n'est pas expropriée de son bien, puisque elle va vendre son bien, Ouais. tu l'empêches juste de le louer son bien. Ouais. Donc, il faut justifier pourquoi tu empêches de louer son bien. Et théoriquement, l'atteinte au droit de propriété du locataire Mhm. peut être un argument pour défendre le projet. Ok. Parce qu'en fait, la personne, du coup, ne devient pas propriétaire de son bien. Je trouve ça étrange que le droit de propriété soit constitutionnel. Mais... Ouais, bah, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Chelou. Il y avait eu des débats à l'époque, et ils ont dit non, quand même, il faut qu'on puisse avoir Ouais. des... Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait quand même aussi une vibe libérale qui a été positive. Je voudrais pas trop m'avancer sur le côté historique, mais il y avait un côté assez libéral qui était peut-être positif en partie, mais qui avait aussi pas que la partie positive. Peut-être cette partie peu sacralisée de certaines libertés. à l'époque, c'était positif à l'époque par rapport Ouais. à l'état des choses. Et du coup, tu as des réponses par rapport aux questions qu'on a posées? Je sais pas, je crois pas que tu y aies répondu tout à l'écrit. Si. Ouais. Attends. Alors, c'était sur les travaux, par exemple. Ah oui, il y avait Ça, celle-ci, c'est les effectivement, travaux. sur la prise de décision et effectivement les travaux, ouais. Ouais, bah, ça dépend en fait qui a la plupart des parts. Je pense que les coûts des travaux sont à payer au prorata des parts de chaque personne. Et ça dépend si c'est des travaux de maintien dans les normes de l'appartement. Dans ce cas-là, ça sera obligatoire. Et si c'est un choix personnel de faire une modification sur l'appart parce que c'est joli, parce que la personne veut faire quelque chose, ça, ce sera le choix de la personne qui réside dedans, plutôt. Mais dans ce cas-là, ce sera à ses frais à lui, puisque c'est celui qui
Ok. qui fait ses travaux. Mais par contre, à ses frais à lui, mais si la personne arrive à faire reconnaître que ça crée une plus-value sur la valeur de la maison, ça lui permet d'obtenir des parts supplémentaires si la personne demande à faire constater ça. C'est déjà le cas actuellement, hein. Si tu fais faire des travaux sur un appartement, tu peux techniquement dire que c'est toi qui les as fait. Et dans ce cas-là, on peut évaluer la valeur que ça rajoutait à la maison. Et si, par exemple, il y a une SCI, donc vous êtes plusieurs à posséder la maison, ça existe déjà aujourd'hui. Et du coup, tu peux redemander à renégocier les parts que chacun possède selon les travaux que... Fait que tu parles de SCI, ça me fait penser. On pose la question comme si c'était, comme si c'est une question un peu nouvelle, mais c'est pas du tout une question Non, nouvelle. ça Effectivement, existe des déjà, ouais. parts, le fait qu'il y ait plusieurs parts pour un logement, c'est pas du tout nouveau. Donc en fait, Mais ce qui est ça ne nouveau, pose c'est pas, le fait que quand les même. parts évoluent assez rapidement, quoi, techniquement. Tous les mois, en fait. Ça Ouais, coûte ce qui est nouveau, aussi. c'est surtout l'abolition de la location. C'est-à-dire, là, c'est plus une option de louer. Et du coup, on propose un concept de bail. C'est un prêt immobilier dans lequel il n'y a pas d'échange d'argent qui a lieu. Actuellement, si vous voulez acheter une maison à quelqu'un, vous contractez un prêt auprès d'une banque. La banque va vous donner l'argent et vous donner l'intégralité de l'argent directement à la personne à qui vous achetez le bien. Mais si jamais vous vouliez acheter la maison à quelqu'un et contracter le prêt à cette même personne, théoriquement, cette personne, si elle possédait la valeur du bien, elle pourrait vous prêter cet argent. Et après, vous lui donnerez juste l'argent qui vient de vous prêter. Et maintenant, lui, au niveau de l'argent, il a pas bougé. C'est-à-dire qu'il vous a donné, par exemple, si la maison, elle coûte 300 000, il vous a donné 300 000 et après, vous lui avez acheté sa maison à 300 000. Et maintenant, vous avez un prêt auprès de lui pour 300 000 euros. Donc, l'idée, c'est juste de ne jamais avoir à faire cet échange, ne jamais avoir la liquidité, en fait, de rendre pas nécessaire d'avoir cette liquidité pour juste contracter ce prêt au particulier. Donc, tu vas voir le particulier, tu dis, j'aimerais emprunter l'argent pour t'acheter ta maison. Et en fait, je te rembourse chaque mois et l'argent, lui, il le touche sur le remboursement de l'emprunt. je reviens sur la question de pourquoi ça se fait pas. Parce que je sais pas si tu as déjà discuté. J'allais dire, est-ce qu'on a déjà discuté avec des politiques, mais je me souviens qu'avec Mulch, vous avez fait un live où il y avait la LFI, tu sais, quand je me souviens, bon, vous avez Guy Bouillard, bon, bref. Ouais. Et du coup, est-ce que à cette occasion, quand vous avez rencontré les politiciens, est-ce que vous avez pu parler de cette idée avec eux? Alors, on les a juste vus en stream, vite fait. Ok. On l'a pas vu longtemps, on n'est pas resté longtemps. C'était pendant qu'ils faisaient un appel aux dons et tout. On n'a pas énormément. À part ce dont on a parlé en stream, on n'a pas parlé plus que ça D'accord. après. Parce que du coup, Et peut-être que c'était- le fait d'en parler avec des gens qui sont dans le milieu politique, peut-être que certains pourraient estimer, est-ce que c'est le genre d'idées qui peuvent Ouais. s'ancrer dans un parti ou est-ce que ce n'est pas défendable politiquement pour telle ou telle raison, quoi. En fait, je pense souvent les partis politiques, tant qu'il n'y a pas une demande qui part du bas, il n'y aura pas énormément d'intérêt à le mettre en avant. Tu vois, actuellement, j'ai regardé un peu les demandes sur l'immobilier, ça va être la construction de 300 000 logements, tu vois. Et pourquoi construction de 300 000 logements? C'est parce que quand tu vas voir l'Institut Pasteur, des choses comme ça, enfin non, pas l'Institut Pasteur, l'abbé Pierre, pardon, ils disent techniquement on a besoin de la construction de tous ces logements pour loger les gens et tout. Et du coup, je pense plus on va en parler, plus ça risque de pouvoir intéresser les partis. Ouais, En vas-y. fait, dans l'autre sens, si tu vas voir les partis, eux, c'est pas un bon move d'essayer de convaincre les gens sur des trucs que peu de gens demandent jusqu'à maintenant, quoi. Mm. C'est une perte de temps peut-être pour eux. Tu dis, ils prennent pas de décision tant que ça vient pas du bas. Après, j'imagine qu'il y en a quand même dans les politiciens qui sont bien intentionnés, qui ne cherchent pas que ils peuvent quand même chercher à proposer des idées qui vont juste dans l'intérêt général, même si elles sont pas Ouais, reproduites, bien quoi. sûr. Donc c'est pour ça que je me demandais, est-ce que si ça se trouve, il y a quand même certains partis, certains ont peut-être, je sais pas, certains députés ou quoi, qui pourraient dire, je pense vraiment que cette décision elle est bien, même si personne la défend, je pense qu'il faut en parler, la défendre. Mais Ouais, bien sûr. Moi, je travaillais à faire un petit livret. Et j'avais fait un premier jet, mais il nécessite encore un peu de travail. Et une fois que ce sera terminé, je pensais l'envoyer dans les sièges de tous les députés pour essayer de voir. Ok, bah en vrai ça serait cool, hein. Mais, soutien là-dedans. Prochain ministre du logement, BPT. J'ai une question un peu perso à laquelle t'es pas obligé de répondre, mais du coup, toi, t'as une expertise dans un domaine lié à ça ou pas du tout? Ce serait quel domaine, par exemple, tu Je sais penses? pas, dans l'urbanisme ou dans les questions de logement de manière générale, je sais pas. Mais juste, est-ce que. En fait, ma question, pour reformuler, c'est est-ce que c'est un truc que t'as abordé plus par intérêt militant ou ce genre de choses, ou c'est un truc qui t'est venu par ton parcours professionnel? Je sais pas si c'est clair comme question. Non, je me suis demandé pourquoi est-ce que y a plein de gens actuellement qui acceptent de juste donner de l'argent parce qu'une personne possède un bout de papier. Genre à Oui. quel moment c'est logique de faire ça? Et à partir de là, je me suis dit, est-ce que
Parce que j'entendais beaucoup de gens dire ouais, de toute façon, on pourra jamais rien changer, c'est comme ça. Et je voyais plein de gens dire il faut dans la vie posséder genre 3 logements pour avoir un revenu passif. Et à chaque fois, je me dis mais attends, t'es conscient que tu vas avoir 3 personnes qui vont travailler, faire des 35 heures pour avoir un loyer, genre. C'est à cause de toi que ces gens-là vont galérer dans leur vie et tout. Et les gens ont l'air de voir ça. C'est vraiment hyper normatif aujourd'hui de se dire que tu vas recevoir du revenu du fait que tu possèdes un droit de propriété sur une maison. Et on bypass totalement le chapitre où, en fait, c'est à cause de toi que cette personne doit galérer. Je suis sûr, il y a plein de gens qui feraient des temps partiels s'ils n'avaient pas à payer leur loyer, ou carrément qui utiliseraient leur argent pour gâter leurs enfants, leurs petits-enfants, ou se payer des vacances. Donc, à partir de là, je me suis dit, bon, comment on fait pour arriver à un système où tout le monde possède son logement? Parce que c'est ça qui est trop marrant. Imaginez aujourd'hui, là, tout de suite, tous les droits de propriété, genre tous les papiers sur lesquels est marqué ce logement appartient à cette personne-là, là. Tous ces trucs disparaissent du jour au lendemain. On se réveille un matin. En fait, tout le monde est, à part les 300 000 personnes et les 100 000 personnes là, qui sont quand même à la rue et tout, tous les autres, il y a 60 millions de Français qui sont logés actuellement. Et si on arrêtait de dire qu'ils devaient payer à quelqu'un pour rembourser soit une banque, soit un propriétaire, soit je sais pas quoi, tout va bien en fait. Il n'y a pas de... Je vois pas où est le... En fait, on pourrait avoir tout le monde logé maintenant. Ouais, Et je vois pas quel problème fondamental ça poserait, à part, il y a des gens qui ont prêté, qui ont mis de l'argent, qui ont investi entre guillemets de l'argent pour construire les biens, même si les biens, bon, il y en a qui, ça fait 50 ans qu'ils sont rentabilisés. Et du coup, après, on peut se demander, est-ce qu'on peut pas juste, du coup, dire à tous ces gens-là, vous êtes plus propriétaires? Et le fait est que non, c'est impossible. Déjà, les gens, énormément de gens, même si eux ne sont pas propriétaires de 5 logements ou plus, ils connaissent leur grand-mère qui touche une partie de ses revenus grâce à ça, des choses comme ça. Et donc, ils vont s'y opposer parce qu'ils se disent non, je peux pas imaginer que mon frère, ma grand-mère, machin, soit un monstre exploitant. C'est pas vrai. En fait, c'est une bonne personne. Elle a travaillé toute sa vie pour obtenir ce logement. Donc, tu peux pas dire aux gens, on va juste exproprier. Par contre, si on dit que on va rendre la valeur de la maison aux gens, bah, là, théoriquement, quel est le problème? Donc, tu as fait un investissement. On se dit, bah, cet investissement, ça vaut plus le coup. Voilà, reprends la valeur de ton logement et bonne journée, tu vois. Là, ça marcherait. Par contre, ce serait inacceptable que ce soit à l'État de juste donner la valeur de l'intégralité du parc immobilier. Donc, vu que les gens payent déjà chaque mois de l'argent, si on dit juste, pendant qu'ils payent, là, en fait, ils sont en train de racheter l'appartement, il y en a plein qui, en fait, ils sont déjà en train de racheter l'appartement au nom de quelqu'un d'autre actuellement, hein, dans la plupart des cas. Bah, ça permettrait de, à la fois, en fait, on se retrouve dans une situation où tu peux plus trop casser la proposition d'un point de vue constitutionnel ou législatif. Et juste pour la vie de tous les jours, il y a tous les gens qui se plaignaient de du jour au lendemain ne plus avoir leur rente. En fait, c'est plus le cas parce que pendant un bon moment, ils vont continuer à avoir leur rente. Oui, à un moment, ils n'auront plus les parts de la maison et ça y est, ce sera fini. Mais ça veut dire que là, tu as peut-être 20 ans où tu pourras te remettre de ça, quoi. Est-ce que les banques auraient pas un intérêt à s'opposer à cette proposition? Alors, j'y ai pensé. Et d'un point de vue, oui, puisque tu proposes un cadre légal qui permet de faire des prêts entre particuliers sans avoir à passer par les banques. Mais d'un autre point de vue, les banques sont toujours nécessaires si tu souhaites acheter une maison. Il y a très peu, à part le cadre où tu empruntes à la banque, puis tu le mets en location et quelqu'un d'autre paye ton crédit à ta place. Les banques, quand tu vas avoir une banque quand tu veux acheter l'intégralité du logement, et ce type d'achat existera encore. Peut-être existera même plus, parce que là, on a remarqué que les banques augmentaient leur taux d'emprunt parce qu'elles ne pouvaient plus accepter tellement c'était risqué au stade où on en est, tellement les prix des logements sont devenus élevés. En fait, cette proposition va diminuer énormément les prix des logements et donc va rendre plus facile pour les banques d'accepter les prêts. Ils sont plus sûrs d'être remboursés. Donc, honnêtement, je sais pas, il y a 2 effets. Un effet qui serait en défaveur des banques, qui est que du coup, il y a pas mal de gens qui passeraient par le bail acquisitif. Mais il y a un autre effet quand même que du coup, il y aura beaucoup plus de gens qui pourront s'acheter en cash leurs biens en fait. Et donc, ils iront voir une banque parce qu'ils voudront avoir d'un seul coup déjà, énormément de gens vont vouloir vendre leurs biens. Dès que cette loi est promulguée, énormément de gens vont vouloir vendre leurs biens parce qu'il n'y a plus l'intérêt locatif. Donc, ils vont se dire merde, vite, faut que je vende mon bien. Après, et là, du coup, les prix des logements vont baisser et il y a plein de gens qui veulent s'acheter un bien et à qui on refuse des prêts aujourd'hui, qui vont pouvoir se voir accorder le prêt. Donc, je sais pas trop. Après qu'il y ait une réticence, c'est assez. Enfin, à partir du moment où si la loi sert à quelque chose, si elle va dans l'intérêt général, il y a bien des gens qui seront perdants dans la grille des inégalités actuelles. Donc évidemment qu'il y aura de la réticence, mais c'est peut-être Mais c'est à quel bon point signe. cette résistance peut être Ouais.
Je pense Que que empêcher que ça se passe, quoi. C'est plus ça, la je question. veux dire, ceux qui possèdent effectivement les 3% qui possèdent de la moitié des logements, évidemment qu'ils ne veulent pas ça. Donc oui, il y aura une résistance. Et en vrai, ça serait intéressant de voir si on arrive à foutre ce débat à grande échelle, parce que bon, c'est vrai que là on est sur des petites audiences, mais si ça pouvait aller sur un terrain un peu plus, soit sur des gens avec des gros viewers, ou des grosses audiences, ou alors avec des, je sais pas, à la télé ou quoi, et que ça commence à être discuté, j'aimerais bien voir comment réagiraient ceux qui sont contre et quels arguments ils trouveraient, parce que je pense ils veulent tellement pas ce genre de choses qu'il y aurait quand même il y aurait une résistance, il y aurait sûrement, je me demande quel discours ils trouveraient. Le seul argument que j'ai entendu qui pourrait être entendable, justement, c'est de dire que les gens qui viennent d'acheter leur logement en prêt, qui viennent d'emprunter pour acheter leur logement, et le lendemain, la loi elle est promulguée, du coup, ça va faire diminuer la valeur de leurs biens parce que le marché de l'immobilier va s'effondrer. Et du coup, ils seront avec un prêt, ils auront contracté un prêt à la valeur du bien avant l'effondrement, et du coup, ils seront avec un énorme prêt, mais ils seront en banqueroute en fait en termes de valeur. Moi, ce que je réponds à ça, c'est si on promulgue pas la loi, ils ont quand même à rembourser leur prêt chaque mois. Donc oui, tu es dans une société où eux devront rembourser leur prêt chaque mois à une valeur élevée, mais dans l'autre cas de figure, c'est tout le monde qui doit payer à une valeur élevée. Donc je sais pas, je vois pas trop le problème. Ils vont juste continuer à rembourser leur prêt comme ils auraient fait sans promulguer la loi, quoi. Est-ce qu'on se remet la suite de la vidéo? Est-ce que tu veux rester le temps qu'on regarde la suite de la Ouais, vidéo? ouais, bien sûr. Je vous précise du coup si c'est ça les baboules pour ceux qui voilà. Donc faut bien dire baboule, ça me ferait très plaisir. Répandez ce mot, répandez la vidéo du bail acquisitif et répandez les baboules. Tu C'est vas votre mettre la devoir caméra. pour les. C'est pour des Noël. pommes dauphines. Non, alors non, c'est ce C'est que des les gens pommes appellent pommes noisettes. noisettes. Et les pommes dauphines sont souvent plus grandes et elles ont un arrière-goût. Et pas Ça dépend lesquelles. Effectivement, les pommes dauphines sont souvent pas véganes, il y a souvent du lait, alors que les baboules sont quasiment tout le temps véganes. Je crois que j'en ai jamais vu des pas véganes. Je crois qu'il y en a une Et marque qui en fait de aussi vegan. les pommes dauphines ont influenceur baboule. Ouais. Alors les pommes dauphines, elles ont un arrière-goût assez particulier. Voilà, donc c'est les baboules et les pommes dauphines, c'est très différent. Même si Très souvent, différent. Ah oui, Non, c'est vraiment- ça y est, autant au niveau du goût que de la forme, c'est enfin non, c'est la même forme, mais autant au niveau du Non, goût c'est que de pas la tout à fait taille. la même forme. Les pommes dauphines, Quoi ça fait une petite crotte. Non, ça c'est les pommes duchesse. Ah oui, ok, il y en a Oh. 36 000. Je m'y connais pas assez en patate. Non, il y a les pommes duchesse, c'est qui font effectivement une petite spirale. Les pommes dauphines, c'est comme des grosses baboules, mais avec un arrière-goût étrange. Et Il attention, n'y a on pas, parle une du- sorte de croûte aussi aux pommes dauphines? Si, elles sont un peu plus foncées Ah souvent. oui, si, il y a une croûte. Mais là, il y a je une sais pas croûte si en vous fait. À l'intérieur, tu as une sorte de purée. Bon, ok. Voilà, très intéressant. Mm. Et après, oui, il y a plein d'autres types de frites surgelées. Voilà, c'est important de les connaître. Mais je vous conseille de faire des baboules à Noël. L'acheteur peut demander une renégociation de l'échéancier pour étaler les paiements et diminuer ainsi les risques d'impayés. Le vendeur a intérêt à accepter cette proposition car il gagnerait. Et oui, il faut se rappeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, que dans ce nouveau paradigme, vu que les mensualités sont équivalentes au remboursement d'un prêt, plus le remboursement est lent, plus le prêteur y gagne. On évite l'intervention du système bancaire, le montant de la vente étant remboursé directement par les mensualités versées par l'acquéreur au vendeur. Il n'y a donc plus besoin de dégager des liquidités. Le système du bail acquisitif peut contribuer à faire chuter le prix de l'immobilier, car il n'y a plus d'incitation pour posséder des biens immobiliers uniquement pour percevoir des revenus locatifs. Cela rendra les logements plus accessibles pour tout un tas de gens à qui on refuse aujourd'hui leur projet immobilier. Et finalement, le risque de bulle spéculative est également réduit, car le système encourage l'accès au logement plutôt que sa possession pour des raisons financières. Arriver à la retraite et se rendre compte qu'on va finalement finir en maison de retraite parce qu'on ne possède pas son logement alors qu'on a payé un loyer toute sa vie, c'est pas normal. Rentrer sur le marché du travail et se rendre compte que l'apport qu'on nous demande pour obtenir un prêt sur lequel on va s'engager pour 25 ans aurait pu servir il y a quelques générations pour acheter cash la baraque, ça non plus c'est pas normal. On veut tous bien payer, mais des sommes justes qui nous permettent de devenir propriétaires et non pas des sommes exubérantes qui ne nous donnent que le droit de ne pas être à la rue ce mois-ci. D'un autre côté, tous ceux qui se disent que les multipropriétaires seraient des perfides méchants de James Bond qu'on devrait exproprier de force sont à côté de la plaque. En fait, ces gens investissent dans ce qui semble le plus rentable et avec ce système, ils seraient amenés à vendre leurs biens et ils trouveraient un autre domaine dans lequel investir leur argent plutôt que sur le système locatif intrinsèquement nocif. Donc finalement, c'est un win-win encore une fois. Ce système est envisageable dès aujourd'hui si on décide de le mettre en place, car il ne nécessite pas une révolution sociale ou économique pour être mis en œuvre. On connaît déjà le fonctionnement d'un prêt, on connaît déjà le fonctionnement d'une propriété partagée dans les sociétés par exemple. Il suffit simplement d'adopter un nouveau mode de gestion du patrimoine foncier.
qui favorise davantage la justice et l'équité dans notre société. Si le concept d'abolir la location immobilière pour passer au bail acquisitif, ça vous intéresse ? Il faut absolument que ça devienne un sujet phare. Envoyez cette vidéo, parlez-en autour de vous. Si vous pensez que ça peut pas marcher, qu'il y a des limites qu'on aurait loupées, bon, ça m'étonnerait puisque ça fait un moment qu'on pense déjà à tout ça. Mais nous, on serait hyper intéressés à parler à des personnes qui s'y connaissent, des juristes, des économistes, des agents immobiliers, des avocats, des notaires, etc. N'hésitez pas à nous contacter. On peut organiser une discussion en stream, par exemple. Dites-nous ce qui va pas, on est hyper ouvert pour parler de tout ça, trouver des manières d'améliorer ce qu'on propose. Évidemment, abonnez-vous à cette chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Moi, je prépare un petit livret sur le sujet du bail acquisitif pour aller plus loin. Et si vous aimez ce que je fais, j'ai un lien Ko-fi pour me supporter financièrement. C'est nous qui avons mis en place les règles en vigueur actuellement. Et si on décide de les changer, on peut les changer. Mais pour ça, faut qu'on soit une majorité à le vouloir. Mais ouais, GG. Quand tu dis nous, tu parles de toi et Mulch, du coup? Ouais. Ok. Non, c'est parce que je me demandais si c'était toi et Mulch ou toi et peut-être, je sais pas si. Bon, c'était pour être clair, pour clarifier. D'ailleurs, je me disais, Ouais. niveau. T'as fait un bon taf de montage aussi. Moi, je fais pas trop ça de. Je devrais le faire sûrement de pas mal illustrer. Je vois, t'as illustré. Bon, en même temps, il n'y a pas de vidéo, enfin, tu t'es pas filmé, mais t'avais vraiment mis des images tout le long. Ouais, Vas-y. le montage a pris un peu de temps. Ouais. Surtout les animations en fait. Et c'était un peu chiant à faire, mais ça marchait bien. Dans le chat, effectivement, si vous avez des questions sur cette question du bail acquisitif, n'hésitez pas, vous faites tant qu'on a des BPT en live, si vous avez des questions, parce que vu que le sujet est quand même assez... Enfin, j'imagine que c'est assez nouveau, à moins que je sais pas si vous connaissez déjà. Comme je te dis, je suis assez surpris que les gens ne proposent pas plus le fait d'abolir la location immobilière parce que, enfin, je sais pas, pourquoi est-ce qu'on trouve normal de payer autant parce que les prix des loyers sont quand même prohibitifs. Donc pourquoi est-ce qu'on trouve normal de payer autant pour pouvoir se loger ? J'ai pas vraiment compris même les hôtels, hein. Même le concept de payer 100 € la chambre la nuit, et c'est considéré comme pas cher quand tu payes 100 € une nuit. Je trouve ça vraiment bizarre. Ça dépend beaucoup des lieux aussi, mais bon, ça c'est pareil pour l'achat, quoi. Je sais pas si bon, pour les hôtels, j'avoue, je connais pas du tout. Ça me fait penser pour le logement, typiquement, alors c'est un peu une anecdote, hein, mais toi, vous êtes sur Paris, c'est ça? En région, ouais. Ouais, région parisienne. Bon, en tout cas, voilà, moi je suis en Corrèze là en fait. Et par exemple, moi j'ai des collègues au boulot qui sont jeunes et qui, je sais pas, on va dire, t'as une personne de 23 ans toute seule qui peut acheter une maison. Et on est quand même sur. C'est pas le même monde, quoi, suivant les régions où t'habites, quoi. Genre, je pense qu'en région parisienne, déjà, deux personnes acheter un truc, même avec des assez bons salaires, ça c'est ardu, alors qu'en Corrèze, même une personne seule peut acheter une maison, ça passe, quoi. Ouais, mais après, elle est endettée pour combien de temps ? Même la Saint-Louis, de quoi? Elle s'endette pour combien de temps ? Ça change rien, mais en tout cas, c'est pour donner un ordre de grandeur. C'est pour dire que d'une région à l'autre, c'est pas nouveau, mais c'est pour dire qu'en termes d'accès au logement, c'est pas du tout la même, la même chose, quoi. Ouais, c'est pour ça que personnellement, j'ai d'autres propositions qui permettraient d'un peu désengorger les lieux à forte densité. Par exemple, si tu disais aux entreprises qu'à partir de maintenant, elles doivent payer ou dédommager les heures de transport de leurs salariés, bah, ça les encouragerait à créer des antennes. Comme il y avait beaucoup d'antennes avant, hein. Tu avais des antennes d'entreprises un peu partout et ils ont fermé au fur et à mesure leurs antennes. Ils ont gardé que sur la capitale parce que les transports se sont développés et c'est devenu complètement normal de faire 2 heures de trajet le matin, de faire 2 heures de trajet le soir pour pas mal de gens. Tandis que si tu dois payer maintenant, mettons les 1h30 de trajet le matin et le soir, ça fait qu'il y a 3 heures par jour qui sont contraints, hein. C'est du temps contraint puisque sinon tu peux pas aller travailler. Bah, ce temps contraint, si c'est à ton employeur de le payer, bah, tu vas vite réfléchir. Les grosses boîtes vont commencer à se décentraliser. Ouais, à se décentraliser. Il y a des petits business qui vont devenir concurrentiels en région, c'est-à-dire que si tu ouvres ta boulangerie à Paris, maintenant ça coûte hyper cher parce que tu es obligé d'embaucher directement sur Paris et donc les gens te demanderont beaucoup d'argent puisqu'ils doivent se loger sur Paris aussi. Tandis que là, en fait, c'est ça le truc, c'est tu peux ouvrir une boulangerie sur Paris et embaucher des gens au SMIC qui vont loger à l'extérieur de Paris. Donc si du jour au lendemain tu dis bah non en fait tu peux plus embaucher au SMIC des gens qui sont à l'extérieur de Paris puisque maintenant tu dois payer 3 heures par jour de transport, bah, du coup ils vont être obligés de soit embaucher des gens sur place un peu plus cher, soit payer ce prix-là, ce qui fait que du coup les produits vont augmenter en prix et tout. Et du coup, les business qui seront en région pourront juste avoir de la main-d'œuvre beaucoup moins chère puisqu'ils n'auront pas à payer ce temps de trajet. Donc, si tu embauches juste le mec à côté, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais dans les CV, c'est quasiment jamais pris en compte le lieu de résidence. C'est-à-dire, les gens, ils vont se dire, bon, allez, c'est bon, il peut venir, c'est ça qui est plus important. Ouais. Et ils se rendent pas compte, en fait, de la valeur ajoutée de juste que la personne puisse avoir un petit trajet pour venir au boulot, quoi.